Une étude pan-canadienne publiée en 2015 a révélé que les 2 tiers des jeunes personnes trans s'étaient automutilées au cours de la dernière année. Plus du tiers des répondants et des répondantes avaient tenté de s'enlever la vie. 70 avaient été harcelés sexuellement et 36 de ceux et celles âgés entre 14 et 18 ans avaient été menacés ou blessés. Un mois après le meurtre de Cissy Thibert, une Montréalaise trans, on se demande comment contribuer à la sécurité de cette communauté avec Raphaëlle Frigon, cofondatrice de Fierté Trans, Euphorie dans le genre. Il y a une étude ontarienne qui révèle que 67 des personnes trans ont peur de mourir particulièrement jeunes. Selon tes observations, qu'est-ce qui motive ces craintes-là qui sont épouvantables à mon humble avis? Bien, l'état des faits, c'est qu'au Québec, au Canada, quand on est une personne trans, on marche sur la rue, bien, souvent on ne se sent pas légitime. On n'a pas l'impression que nos identités sont reconnues par les gens autour de nous, par l'État souvent. C'est pas seulement juste le papier, c'est un processus d'avoir l'accès à l'emploi. C'est souvent le regard des pairs, le regard des gens autour de nous. C'est super difficile d'avoir un emploi, difficile d'accéder aux soins de santé parce que quand les gens vont à l'hôpital, souvent ils se font dire, ils se font poser des questions embarrassantes. C'est vrai? Oui, les gens se font mégenrer à l'hôpital, les gens se font maltraiter. C'est des choses qu'on voit vraiment souvent. Les gens nous disent, moi je préfère mourir que d'aller à l'hôpital. Ou les gens délaient tellement d'aller à l'hôpital, qui se ramassent avec des soucis de santé vraiment plus graves. Il y a toute cette espèce de regard, ces inquisitions de conscience, il y a plein d'angoisse, il y a plein de problèmes d'anxiété, puis un rejet, une isolation sociale. Ça amène des dépressions, des angoisses, ça amène les gens ne peuvent pas trouver d'emploi, donc on souvent du travail du sexe. Puis chez les femmes trans, c'est super commun faire du travail du sexe. Tout le monde a fait du travail du sexe. Mais parlons-en de l'emploi. En 2015, 50 des personnes trans vivaient avec un revenu de moins de 15 000 par année, selon le Trans Pulse Project Team. Oui. Moins de 15 000 par année. Ça, c'est quand ils peuvent accéder le ministère de la Sécurité sociale peuvent accéder aux assistances de dernier recours parce que souvent, on va poser des questions sur les gens, on peut se prendre l'adresse fixe, on peut accès à ces sous-là. Moi, je sais que j'ai pas eu nécessairement accès à ces sous-là parce que j'avais juste trop peur d'aller dans le bureau, j'avais trop peur de mes papiers d'identité n'étaient pas en règle, ça m'a pris énormément de temps avant d'avoir accès à la sécurité sociale. Et puis, c'est super difficile d'accéder à des emplois, d'accéder à une intégration dans la société. Parce qu'il y a une discrimination? Bien, il y a des discriminations, oui, c'est clair. Puis on n'en parle jamais, en fait, des discriminations, mais c'est super... on peut en parler aux personnes racisées. Pourquoi les personnes racisées ne sont pas rappelées? Mais pourquoi les personnes trans ne sont pas rappelées quand il y a un emploi? Pourquoi est-ce que j'entends des histoires comme « Ah, j'ai été engagée pour un emploi, mais quand la directrice générale est venue, elle a comme convoqué mon supérieur et elle a demandé « Mais pourquoi cette personne-là ici? Qu'est-ce que les membres du CA vont en dire? » Puis la personne, justement, son contrat finit la semaine d'après. C'est des choses qu'on voit vraiment souvent. Puis c'est des discriminations qui sont un peu partout, en fait. Et ça amène une détresse. Selon certaines études, les jeunes LGBTQ ont 4 fois plus de risques de tenter de mettre fin à leur jour. Puis du lot, ce sont les personnes trans qui sont les plus vulnérables au suicide. Collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette communauté-là? Bon, bien là, dans les écoles, dans les milieux parascolaires aussi, il faut mettre en place des politiques avant que les personnes trans arrivent. Parce que au moment que la personne trans, un jeune trans dans une école, bien là, c'est plus le moment de se dire « Ah, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On est en mode panique. » Mais là, il faut arrêter, il faut commencer par se poser des questions sur le genre. Est-ce qu'on a besoin de genrer toutes les choses? Est-ce qu'on a besoin de faire une ligne pour les garçons, une ligne pour les filles? Alors, c'est des questions sur le genre qu'il faut se poser. Ensuite, il faut avoir des politiques sur les équipes sportives, les gymnases. Quel type de politique? Bien, ce serait bien que les enfants trans peuvent accéder au gymnase, au vestiaire auquel ils s'identifient. Ce serait bien qu'un jeune trans n'ait pas besoin d'avoir une crise à l'intérieur de l'institution pour qu'une personne trans puisse utiliser une toilette qui correspond à son genre. On peut avoir ces choses-là réglées bien avant que les jeunes trans soient à l'école. Puis ça passe par la politique ou c'est de la gestion interne? C'est des politiques internes par établissement, par commission scolaire. Puis il faut aussi qu'il y ait des impulsions qui viennent comme du ministère de l'Éducation. Ça prend comme des directives claires, mais après ça va comme se répandre au sein des établissements, oui. OK. Le 18 septembre dernier, Cissy Thibert, une travailleuse du sexe trans de 26 ans, a été assassinée à Montréal. Les femmes trans sont particulièrement à risque dans cette industrie-là et tu l'as dit, elles s'y retrouvent malgré elles beaucoup trop souvent.
Pourquoi c'est un milieu qui est si dangereux pour elle? Mais je veux pas dire toujours malgré elle, parce que souvent, les personnes qui font du travail du sexe le font parce qu'ils veulent, parce qu'ils y trouvent du plaisir. C'est un choix souvent. Mais ce qu'on assiste souvent, c'est comme une incapacité à joindre le milieu du travail, une incapacité à être reconnue dans la société. Ça pousse des extrêmes. Puis souvent, le travail du sexe, c'est un moyen de payer son loyer, un moyen d'acheter de la nourriture, un moyen de survivre. En 2012, il y a le jugement Bedford. Puis la Cour suprême a affirmé, dit que le gouvernement fédéral, par ses lois sur le travail du sexe, rend la situation des travailleurs du sexe trop dangereuse ou discrimine. Et puis, il y a un problème là. Puis, renvoyer au gouvernement, dire il faut changer vos lois sur le travail du sexe, ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement conservateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ah, bon, ben là, écoute, on va illégaliser le travail du sexe, on va criminaliser les choses davantage. Fait que qu'est-ce que ça a rendu? C'est que les personnes qui font du travail du sexe, maintenant, au Canada, elles se cachent davantage parce que leurs clients peuvent être criminalisés. Oui, leurs clients peuvent être criminalisés, puis le fait de faire de la publicité entourant un acte de prostitution est devenu vraiment très illégal. Il y a un paquet de choses qui sont devenues illégales qui ne l'étaient pas avant, la situation est pire. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens ont de la difficulté à accéder aux ressources, les gens se sentent stigmatisés. Les travailleuses du sexe, donc, ne communiquent pas entre elles, elles sont isolées. Oui, ça crée juste encore plus de danger pour elles. C'est cette intersection-là qui rend la chose particulièrement difficile pour les personnes trans qui font du travail du sexe. Est-ce que les autorités en sont conscientes de cette intersection-là? Mais c'est elles qui l'ont créée. Fait que, oui, je pense qu'elles en sont conscientes. Parce que les policiers, c'est eux qui mettent en application ces lois-là. Puis après ça, quand le maire Coderre nous annonce un grand mouvement d'éducation des forces policières, ben là, ça reste à savoir c'est qui va faire ce travail-là. Est-ce que ça va être les personnes trans qui sont criminalisées en ce moment ou est-ce que c'est les personnes trans qui vont pouvoir apprendre aux policiers comment travailler avec elles? Oui, mais je pense qu'idéalement, c'est vrai que ce soit comme ça. C'est comme les personnes qui sont en situation, c'est elles qui devraient avoir le droit de parler et expliquer leur réalité. Il ne faudrait pas que ce soit pas assez médié par des personnes cisgenres, est-ce que tu crois qu'on pourrait se rendre là? Bien, j'aimerais. Et je pense qu'il faudrait qu'on écoute les personnes trans, il faudrait qu'on écoute les personnes qui font du travail du sexe. Puis c'est comme au travers de ces conversations-là qu'on fait changer les choses. S'attaquer à une personne trans au Québec, est-ce que c'est un crime haineux? Ah, ça dépend. Parce que maintenant, il y a le projet de loi C-16 qui est passé, qui est devenu une loi. Mais le projet de loi C-16 fait deux choses. Si tu fais une agression, puis tu cries quelque chose qui est injurieux contre les personnes trans, ça peut être reconnu comme un crime haineux envers une personne trans. OK. Oui. Mais ça, c'est tout nouveau. Ça, c'est tout nouveau. Ça fait juste quelques mois. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste que le juge, à la fin, il peut décider on va envoyer cette personne-là pour 6 mois de plus en prison. Mais moi, je ne crois pas qu'envoyer des gens en prison, criminaliser les gens davantage, va vraiment régler des problèmes qui sont sociétaux, des problèmes qui sont systémiques. Tu sais. L'idée de punir, est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Je sais pas. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est des mesures sociales. J'aimerais qu'on favorise l'intégration des personnes trans. Mais l'autre chose qu'il faut qu'on parle, c'est que la loi C-16 a aussi une autre s'applique dans d'autres sphères d'activité. Puis on parle de... Mais elle ne s'applique qu'uniquement dans les sphères fédérales. C'est-à-dire les avions, les pénitenciers, les grosses compagnies qui sont reliées au gouvernement comme Radio-Canada. Là, la loi C-16 peut s'appliquer, donc ça devient illégal de renvoyer quelqu'un parce qu'elle est trans. Mais en fin de compte, c'est comme ces discriminations-là sont super dures à prouver. Ça prend... faut passer au travers des cours. C'est qui a accès aux cours, aux avocats? Bien, ça prend énormément de ressources. Ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent. Ça veut dire qu'en disant que, oui, on a passé C-16 pour le gouvernement fédéral, c'est une manière de se dire, mais on a fait quelque chose, mais enfin, ça ne fera pas grand-chose. Puis de dire, en fait, ça va être au judiciaire de régler ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça donne? Je sais pas, ça reste à voir. Hein? Quand on se compare aux autres pays, est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard par rapport aux droits des personnes trans? Bien, au Québec, on aime beaucoup parler du fait que, comme au niveau des personnes homosexuelles, on est par mariage vraiment tôt, tout ça, on se pète les bretelles, mais en fin de compte, au niveau des personnes trans, c'est mi-figue, mi-raisin. En 2013, il y a eu le projet de loi 35 qui visait à enlever l'obligation dans des chirurgies pour les personnes trans. OK. Parce qu'auparavant, pour changer ton M en F ou ton F en M, ça prenait une chirurgie. L'article 71 du Code civil du Québec demandait une modification totale et irrémédiable des organes génitaux d'une personne. C'est super détaillé. Pour changer de sexe sur nos papiers, sur le papier, il fallait avoir une opération qui modifiait nos organes génitaux. Le caractère. Jusqu'en 2013? Oui, mais même après 2013, parce que le projet de règlement a pris 2 ans, parce qu'il n'y avait pas nécessairement la volonté politique d'aller de l'avant et d'implémenter ces choses-là. Ça a pris énormément de travail de la part des militants et des organisations non lucratives LGBT. Puis on a aussi changé la charte québécoise.
Puis on inclut l'identité de genre là-dedans, ce qui est une bonne chose. Mais ça ne s'applique pas aux nouveaux arrivants. Pour le moment, il faut être citoyen canadien. Puis ça veut dire qu'il y a plein de gens qui viennent au Québec en disant « Ah, ben enfin au Québec, je vais pouvoir être qui je veux, puis je vais te protéger, puis je ne serai pas soumis à des discriminations puis des violences. » Bien, l'état de la chose, c'est que c'est pas vrai. Il faut être citoyen canadien pour pouvoir changer ses documents. Donc, on force les personnes qui ne sont pas citoyennes canadiennes à beaucoup plus d'années, en général 4 ans à 5 ans, ça dépend si on va un processus plus vite, mais de discrimination constante. Puis déjà, souvent, c'est des personnes racisées qu'on force à encore plus de violence de part de l'État. Est-ce que les législateurs sont au courant? Oui, on a des discussions avec les ministres, avec les élus, puis... Mais est-ce que les choses vont changer? C'est difficile à dire parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de volonté politique. On se ramasse dans un cycle électoral, puis là, ça reste à voir. Merci infiniment, Raphaël Frigon. Grâce à toi, je comprends nettement mieux l'état de la situation dans laquelle les personnes trans se trouvent présentement au Québec. Je comprends aussi tout ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir, parce que j'imagine qu'il nous reste juste à militer. Oui, il faut venir à la marche trans. En nous? En nous? Oui. On met ça à l'agenda. On travaille déjà prochain. dessus, oui. On vous suit sur Facebook. Oui.